Donc, on reprend l'exemple 2 qu'on avait commencé la semaine dernière. En fait, c'est l'ensemble, c'est le langage, enfin, soit le langage. Donc, je rappelle, étant donné donc langage L, ce qu'on veut chercher donc à travers cet exemple, c'est la grammaire hein, correspondante, la grammaire qui engendre ce langage. C'est-à-dire, donc ici, le langage L, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots constitués de A et de B telle que la longueur en A égale le double de la longueur en B. Alors, je vous avais dit la dernière fois, à travers le premier exemple, si vous vous rappelez, on l'a fait avec, en passant par l'automate, mais il y a des langages à travers lesquels on ne peut pas construire d'automate comme celui-là, par exemple. Là, on peut pas écrire, il n'y a pas d'automate parce que c'est pas un langage régulier. Donc, en fait, on va passer par récurrence. Donc, par récurrence, ça veut dire quoi? Tout simplement, on prend les mots basiques, hein, les mots qu'on peut construire avec la longueur en A égale le double en longueur en B. Donc, je vous avais demandé, vous avez donné donc tous pratiquement donc ces exemples-là, le AAB, le BA1 et ABA. Donc, en fait, ce sont les mots basiques, les premiers mots de longueur, donc la plus petite longueur euh, donc de mots. Donc c'est à travers ces mots-là qu'on va essayer par récurrence de trouver, si vous voulez, ou de généraliser notre grammaire. Donc ici, si je prends pour A A B, en fait, si j'ai A 2 N B N, si je prends B A A, je peux généraliser par B N A 2 N et A B A, tout simplement, je dirais que si je prends le mot W1, W2 qui sont concaténés, hein, et je mets donc entre les deux, hein, j'insère un des trois mots basiques ici, bah, je retrouve par récurrence un mot qui appartient normalement à N. Donc c'est ce que je dis. W1, W'. Donc le dernier, en fait, ça correspond à ça généralisé. Donc W1, W', W2 avec bien sûr le mot W1, W2 hein, concaténé appartenant bien sûr à L. Donc effectivement le W' peut être aussi bien AAB, peut être ABA ou BA1. Donc par récurrence, on construit, si vous voulez, donc les mots, les mots ultérieurs qui viennent par la suite. Donc si on veut en fait déduire la grammaire, ben, tout simplement, je dirais, je prends ces trois mots-là, tout simplement, et j'insère, si vous voulez, j'insère le S, l'axiome S. Donc S peut se dériver en A A B, donc et j'insère le S, cet axiome un peu partout, donc au début, au milieu, et ainsi de suite. Donc en fait, ça correspond un petit peu au troisième ici. Donc je peux avoir AAB comme je peux avoir ABA et je peux avoir BAA. Mais en insérant n'importe quel autre mot, donc par récurrence, qui appartient déjà donc à la grammaire ou au langage, donc entre les différents, bien sûr, symboles. Et le dernier, ben, tout simplement, c'est-à-dire quand on veut s'arrêter, ben, tout simplement, je mettrai S qui se dérive en epsilon. Donc vous voyez, en fait, je vais avoir toutes ces trois règles-là qui sont basées sur ces trois mots basiques, simplement. Donc c'est ça, en fait, l'idée, le principe de la récurrence. On part des mots basiques et on essaie de généraliser, donc par récurrence, en avançant donc vers les mots du langage. Donc en fait, ça c'est le deuxième exemple. Le premier c'était en utilisant l'automate. Le deuxième donc c'était par récurrence. Donc voilà, donc on ferme, si vous voulez, ça ferme un petit peu cette implication pour tout langage. Donc, étant donné un langage, il existe toujours donc une grammaire qui engendre ce langage. Voilà donc pour cet exemple. Donc je te passe la main, Lélina. Donc voilà, Merci, Wafa. moi, si tu veux ajouter quelque chose sur cet exemple. Bah, juste peut-être dire que en fait, quand on a ici le AAB, ça veut dire que les S, pourquoi ici ce sont des S? Parce que c'est des axiomes et l'axiome normalement il engendre des mots du langage. Donc au final, bah, on prend déjà un mot du langage qu'on peut
intercalé avec autant de mots du langage, ben, en fait, ça reste toujours le mot du langage. C'est-à-dire, c'est un peu plus général que ce qu'il y a ici de W1, W', W2, parce que c'est qu'on éclate le W1 et on parsème des éléments, enfin des mots du langage à l'intérieur. On a plutôt le W', et en fait, on intercale avec des mots du langage. C'est comme ça que les règles ici sont écrites. S'il n'y a pas de questions, bah, en fait, on va passer à la suite. Sur votre chat, vous nous dites est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, bah, en fait, on termine ce chapitre. C'est bon, voilà. Parfait. Donc, on passe au chapitre. Bon, ici, c'est juste des rappels qu'on a déjà vus. Donc, généralement, on utilise S pour le symbole départ, mais pas toujours. On verra qu'il y a des cas où on utilisera E plutôt ou autre chose. Les majuscules, c'est des noms terminaux. Les minuscules, ce sont des terminaux. Et les lettres grecques, ben, en fait, c'est quand c'est un mélange de terminaux et non terminaux. On en a déjà parlé. Alors, peut-être juste avant de passer au chapitre qui vient juste après, j'ai jeté un coup d'œil sur le forum. Alors, il y a beaucoup de bonnes réponses. Il y en a qui disent, j'ai repris en fait quelques éléments, suite de tokens, et en fait, pour confirmer si ça appartient, ou en tout cas si c'est conforme à la grammaire ou pas. Vous parlez d'une seconde phase de la compilation qui produit un AST ou un parse tree ou un arbre syntaxique, effectivement. Il y en a qui ont parlé d'anticiper la traduction. Nous, on n'en a pas vraiment parlé, mais peut-être que vous l'avez vu dans les capsules qui vous sont mises. Effectivement, ça anticipe la traduction. Voilà, donc là, globalement, c'était pour les choses qui étaient OK. Alors, certains ont parlé de détection des erreurs. Bah oui, sauf que c'est pas. Alors, il y en a qui n'ont dit que ça. Détecte les erreurs syntaxiques. En fait, non. Ça détecte les erreurs syntaxiques, oui, mais pas uniquement. L'autre chose que j'ai noté, que j'ai lu plusieurs fois, c'est gestion des exceptions du langage. Ça, sincèrement, j'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose sur ça, il pourra après ouvrir. Je peux laisser 2 minutes. Après, il y a autre chose que j'ai pas compris. Il y en a, je sais plus, 2 ou 3 personnes qui ont dit que l'erreur syntaxique n'extrait aucune information des unités lexiques. Ah, ça vraiment, je n'ai pas très bien compris. Et puis, il y a ici une erreur qui s'est répétée. Le syntaxique vérifie si un mot appartient au langage ou pas. En fait, il ne vérifie pas si un mot appartient au langage, il vérifie si l'enchaînement des mots est conforme au langage, ou il vérifie si une succession de mots appartient au langage. Donc, un mot, quand on est au niveau de mots, on est au niveau, on va dire, local, et donc là, on est plutôt au niveau du lexical et non pas au niveau du syntaxique. Donc, il y a un troisième élément, alors là, qui est vraiment une erreur. Je crois qu'il y a une seule personne qui l'a dit, c'est que l'insert syntaxique permet de structurer un texte, en général, un langage naturel. Ben, en fait, jamais un langage naturel. Un langage naturel, c'est un langage ambigu. Et donc, impossible de pouvoir le traiter comme on traite un laser syntaxique, comme on traite les langages de programmation. On aurait bien souhaité que ce soit le cas, mais malheureusement, alors si c'était le cas, en fait, les traductions d'une langue à une autre seraient très simples. Donc, c'est vraiment pas le cas. Donc, il restait la, en fait, gestion des exceptions du langage et n'extrait aucune information que je n'ai pas très bien compris, en fait. Voilà, si quelqu'un veut dire quelque chose sur ça, c'est bon. Ben, sinon, en fait, je continue le cours. Donc, en fait, Ilyes qui dit, je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, en fait, il a dit définir une structure hiérarchique, c'est-à-dire arbre syntaxique. Définir une structure hiérarchique. Oui, en fait, plusieurs l'ont dit, et ça, je trouve que c'est correct, oui, oui. Structure hiérarchique ou arbre, j'ai pris ça pour pareil, donc effectivement, ça m'a pas gêné.
Bon, vous peut-être mieux de dire directement un arbre structuré, mais un arbre étant une structure hiérarchique, ça pose pas de problème. Ok, donc là, en fait, on passe à l'analyse syntaxique. Donc, on revient une fois qu'on s'est doté des outils qui vont nous permettre de faire l'analyse syntaxique. Maintenant, on revient à l'analyse syntaxique pour voir comment, en fait, on va explorer, comment on va exploiter tous les éléments qu'on a vus sur la grammaire, enfin, enlever l'ambiguïté, la dérivation gauche, la dérivation droite et toutes ces choses-là. Comment, en fait, on peut les utiliser pour pouvoir faire de l'analyse syntaxique. Donc, effectivement, pour pouvoir vérifier si l'enchaînement des mots qui sont retournés par l'analyseur lexical sont conformes à une grammaire ou pas. Et donc là, en fait, on a deux types d'analyse. On a l'analyse qu'on appelle top-down ou l'analyse descendante. Et sur la deuxième colonne, en fait, on verra qu'on a l'analyse ascendante. Donc, en fait, l'analyse descendante ou l'analyse top-down commence par l'axiome et essaie de construire justement cette structure hiérarchique ou la laïcité ou la lpashti ou la larve, on l'appelle comme on veut. Donc, va à partir de l'axiome essayer de construire cet arbre de dérivation. Et pour cela, on appliquera les dérivations à gauche. Vous vous rappelez, les dérivations à gauche, on les a vues dans les séances d'avant. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de traiter donc l'axiome, en fait, c'est le seul, on va le dériver. Et ensuite, quand on aura cette dérivation, on va chercher quel est le nom terminal le plus à gauche et c'est celui qu'on va commencer par dériver et ainsi de suite. Et donc là, en fait, on a l'exemple qu'on a ici. Et j'ai préparé un autre slide pour pouvoir traiter cette chose-là de manière un peu plus simple. Alors, le mot présent. Voilà. C'est bon, donc vous voyez ce slide. Alors, je suppose que en fait, la chaîne que l'on veut tester, c'est la chaîne ID plus num fois ID. Cette chaîne, oui, NS. Donc, je la change, OK. Faut mettre le. Là, Voilà, c'est c'est bon. bon. C'est bon, c'est bon. OK. Donc là, en fait, on suppose qu'un analyseur lexical envoie, en tout cas, la chaîne qu'on veut analyser, c'est ID plus num fois ID. Rappelez-vous ce qu'on a dit lors de l'analyseur lexical. On a dit que l'analyseur lexical, il est implémenté comme un sous-programme qui est appelé par l'analyseur syntaxique. Donc, c'est à chaque fois l'analyseur syntaxique qui appelle le lexical qui va lui retourner unité lexicale. Donc, l'idée, c'est que cette chaîne, elle n'est pas donnée en vrac à l'analyseur syntaxique, mais qui va être appelée au fur et à mesure. Alors, la grammaire que je veux utiliser ici est la suivante. Donc, je change par rapport à la grammaire qu'on avait dans le slide d'avant. Donc, vous comprendrez pourquoi je prends cette grammaire-là. Donc, ici, on a la grammaire E qui produit TE', E' qui produit plus TE' ou epsilon, T qui produit FT', T' qui produit multiplié FT' ou epsilon, et F qui produit ID au nu. Et donc, tout à fait au début, l'analyseur lexical, l'analyseur syntaxique va initier l'analyse et donc la construction de l'arbre à partir de l'axiome. Ici, l'axiome, c'est E. Et donc, il va appeler l'analyseur lexical, il va retourner une unité lexicale. Et ici, la première unité lexicale qui va être retournée, c'est le ID. Et à chaque fois qu'il retourne un ID, il envoie avec, rappelez-vous, l'attribut. Et ici, le pointeur X. Alors, on a eu quelques questions à propos de ça lundi dernier en TP. En fait, tout le monde ne savait pas très bien. Ici, en fait, en attribut, ce qui est retourné, c'est l'indice dans lequel cet identificateur a été stocké dans la table des symboles. Donc ici, le pointeur X, c'est l'indice de cet identificateur dans la table des symboles. Donc à partir de là, l'analyseur lexical, syntaxique, pardon, il part de l'axiome et cherche à produire une dérivation. Ici, il y a un seul choix, donc c'est E qui produit TE'.
Alors, on verra après plus en détail, mais ici, on va appliquer le E qui produit TE'. Alors, j'ai pas réussi à vraiment construire un arbre, et donc je l'ai fait comme ça. Et là, je laisse de l'espace juste pour pouvoir avoir, pour que après ça, vous allez voir, pour que ce soit bien présenté par la suite. Donc, en fait, tout simplement, on utilise cette règle et on dérive le E en T et en E'. Alors, pour le moment, dans mon arbre, je n'ai toujours pas dit. Donc, ça veut dire que je vais continuer la dérivation. J'ai ici deux noms terminaux. Puisque j'ai dit que c'était la dérivation droite, ça veut dire que je vais chercher le non terminal le plus pardon, puisque j'ai dit que c'était la dérivation gauche, donc je vais chercher ici le non terminal le plus à gauche, c'est le t et c'est celui que je vais dériver. En cherchant ici dans les règles, je trouve que t se dérive en ft', donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais transformer le t en ft' et le e', il est toujours là, donc je le garde. Ensuite, je continue la même chose. Maintenant, le non terminal le plus à gauche, c'est le F. Qu'est-ce que j'ai? Le F, j'ai en fait le choix. Soit je le dérive en ID, soit je le dérive en num. Or, l'analyseur lexical m'a envoyé un ID. Comme il m'a envoyé un ID, c'est plus logique que je dérive le F en ID. Et donc ici, on produit le F en ID. Et j'ai mis en bleu pour dire que maintenant, en fait, ce qui a été envoyé par l'analyseur lexical, en fait, il vient d'être engendré dans l'arbre. Et donc, c'est correct. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'avance l'analyse. Mais pour que je puisse avancer l'analyse, maintenant que j'ai traité le ID, il faudrait qu'on appelle à nouveau, ou l'analyseur syntaxique va appeler à nouveau le lexical pour lui envoyer un autre élément. Et donc, l'analyseur syntaxique appelle à nouveau l'analyseur lexical qui, cette fois, lui retourne le plus. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut essayer d'engendrer le plus au niveau de cette table juste après le ID. Or, ce qu'on a ici, on a T', c'est le non terminal le plus à gauche. Quand on regarde le T', on a deux cas de figure. Soit on a étoile ft', soit on a epsilon. Mais comme, en fait, c'est un plus que j'ai, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas que je dérive le T' en étoile ft'. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer le epsilon. Et donc, c'est ce que je vais faire. Le T', on va le dériver en epsilon. Et cette fois, le non terminal le plus à gauche, ça devient le E'. Et on va regarder E'. Donc, j'ai E'. Oui, effectivement. Ça a coupé, donc il y a une partie qu'on n'a pas entendue au niveau du choix. En fait, de T'. Quand tu as commencé T'. Ah, d'accord. Donc, ici, à ce niveau-là? Voilà, c'est bon. C'est à ce niveau-là, oui. D'accord. Donc, je disais que ici, pour le T', comme l'analyseur lexical a retourné un plus, je regarde le T', j'ai soit étoile ft', soit epsilon. Comme, en fait, l'analyseur lexical m'a retourné un plus, ça veut dire que le étoile ft' n'est pas bon. Je vais essayer donc avec l'epsilon. Et on dérive le T' en epsilon. Et cette fois, le non terminal le plus à gauche, ça devient E'. E', je regarde qu'est-ce que j'ai comme option. J'ai E' qui se dérive en plus TE' ou epsilon. En fait, ça tombe bien puisque j'ai un plus. C'est plus logique que je dérive en plus TE'. Et donc, on va avoir ce E' qui se dérive en plus T et E'. Maintenant, le plus qui m'a été envoyé par l'analyseur lexical, il est engendré dans mon arbre. Vous m'entendez? Alors, je ne sais pas, pour moi, ça coupe. Alors, je ne sais pas pour les autres, ça coupe ou pas. Oui, très bien. OK, donc apparemment, ils m'entendent. Donc, si jamais vous ne m'entendez pas, en fait, tout de suite, vous allumez votre micro et vous le dites si vous voyez que je ne réagis pas au chat. Merci. Donc, en fait, j'ai ici le plus qui a été engendré au niveau de la table de l'arbre syntaxique. Et donc, cette fois, ce que je dois faire, c'est dériver le T. Mais pour pouvoir dériver le T le plus à gauche, il faut que je sache vers quoi je vais. Et donc, l'analyseur syntaxique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à nouveau appeler l'analyseur lexical qui va en fait lui envoyer cette fois le num. Neuf, pourquoi tu dis T qui produit ft'? Oui, effectivement, on peut dire que c'est le seul choix. D'accord. On peut dire que c'est le seul choix, donc on y va. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire juste après.
Donc, effectivement, le T, on va le dériver en FT' puisque c'est le seul choix. Maintenant, le nom terminal le plus à gauche, c'est le F. L'analyzeur lexical nous a renvoyé un num. Donc, dans le choix entre ID et num, il est normal que je prenne le num. Ici, on dérive le F vers le num. Ensuite, j'arrive au nom terminal, le plus à gauche, ça devient T'. Pour pouvoir avancer l'analyseur syntaxique, il appelle l'analyseur lexical. Cette fois, il lui retourne la multiplication. Et donc, j'ai T'. T', j'ai le choix entre étoile FT' et epsilon. Donc, cette fois, non, je ne vais pas prendre l'epsilon. Pourquoi? Parce que l'analyseur lexical, il m'a envoyé la multiplication et je dois prendre la partie qui me permet d'engendrer la multiplication. Donc, tout à fait, exactement, tous ceux qui ont dit étoile FT', c'est correct. Donc, en fait, je dérive le T' en étoile FT', et le E', vous voyez qu'il est toujours là en train d'attendre son tour. Alors, pour le F, cette fois, on a engendré la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore appeler l'analyseur lexical, qui va cette fois nous retourner un ID. Le nom terminal le plus à gauche, c'est F. Entre l'ID et num, c'est effectivement le ID que je vais prendre. Et donc, là, je vais encore appeler l'analyseur lexical. L'analyseur lexical, quand on va l'appeler, en fait, il va dire que j'ai plus rien. C'est terminé, il n'a plus rien à nous envoyer. Comme il n'a plus rien à nous envoyer, ça veut dire que ici, j'ai ce T' et E'. Si j'arrive à les dériver en epsilon, tout va bien. Mais si je n'arrive pas à les dériver vers epsilon, ça veut dire qu'il y a une erreur. Or, c'est notre jour de chance, ou alors on a bien choisi l'exemple. Donc, le T', effectivement, se dérive vers epsilon, et le E' se dérive également vers epsilon, et donc on a un arbre syntaxique. Alors, cette fois, je vous donne l'arbre que j'ai copié d'ailleurs, d'un coup, et donc on a cet arbre-là, tel que je l'ai montré tout à l'heure, qui effectivement fait que à partir de E, on a été capable d'écrire un arbre syntaxique dans lequel on reconnaît la phrase ID plus num fois ID. Donc là, c'est par rapport à l'analyse syntaxique descendante. On verra, alors, on verra comment est-ce qu'on va pouvoir écrire un algorithme qui va pouvoir faire ça et qui à chaque fois fait le bon choix pour savoir et en fait pour avoir un compilateur optimisé, il va falloir qu'on fasse le bon choix et le plus tôt possible. Donc rappelez-vous de ces deux mots-là ou de ces deux phrases-là, notez-les. Pour avoir un analyseur syntaxique efficace, il faut qu'on soit capable de faire le bon choix de manière déterministe et il faut que le choix, on le fasse le plus tôt possible, c'est-à-dire ne pas faire un choix et se retrouver avec une erreur plus tard. C'est-à-dire détecter si c'est pas un bon choix, en fait le détecter assez tôt et on vous montrera en fait comment est-ce qu'on arrive à faire ce type de choses. Alors maintenant, je vais revenir en arrière puisque la deuxième possibilité, c'est l'analyse syntaxique ascendante. Oula, je suis partie en... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pardon, là, je fais une mauvaise manip. Alors, on était dans quel slide? Numéro. 40 et quelques, ouais. 40 et quelques? Ça vous donne une vision de tout ce qui reste à apprendre. Ah, voilà. C'est pas vrai. J'espère qu'il va pas partir. Ah voilà, c'est bon. Je pensais parce qu'à un moment il répondait plus. Donc là, c'est un autre exemple qu'on a vu. Et là, je reviens à l'analyse syntaxique ascendante. Et en fait, pour l'analyse syntaxique ascendante ou bien bottom-up, en fait, on va commencer par les unités lexicales, mais cette fois selon les dérivations droites inverses. Alors donc inverse. Je vous explique tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Pour atteindre l'axiome. En fait, ici, on partait de l'axiome pour arriver à la phrase. Ici, on fait complètement l'inverse. On part des phrases et on arrive à l'axiome.
Dans le premier cas, on parle de dérivation, donc on dérive un non terminal vers une partie droite de la règle. Ici, on parle plutôt de réduction, c'est-à-dire qu'on part d'une partie droite d'une règle pour pouvoir obtenir le non terminal. C'est-à-dire que ici, par exemple, on avait f qui se dérive en num, ou bien on avait f qui se dérive en id. Ici, on a l'inverse, on a id qui est réduite en f. Alors, pareil, j'ai préparé un autre slide pour pouvoir voir. Alors, comme il y a beaucoup de dynamique et pour aller plus vite, c'est celui-là, je crois. Non. Ça marche pas. Je crois que j'ai un problème encore. Celui-là, c'est celui qu'on a vu. Pourquoi il ne veut pas avancer? Si je le fais comme ça, il va falloir que je fasse. Ah ok, pardon. Là c'est le bon. Là c'est le bon. Pardon. Donc en fait, j'ai la phrase. On reprend avec la même phrase. On reprend cette fois avec cette grammaire E qui produit E plus T ou T qui produit T fois F ou F et F qui produit ID ou num. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié directement l'arbre syntaxique. Et ici, avec la numérotation, s'il s'agit de la dérivation droite. Donc, si on devait faire une dérivation droite, on aurait mis E qui produit E plus T. Le premier E, il est aussi bien à gauche qu'à droite, donc on est obligé de commencer par celui-là. Ensuite, on va chercher le non terminal le plus à droite, c'est ce T, qu'on va dériver en T fois F. Le non terminal le plus à droite, c'est F, qu'on dérive en ID. Le non terminal le plus à droite, cette fois, c'est le T qu'on dérive en F. C'est le plus à droite qu'on dérive en num. Et au final, on avait ce E qui était en attente. C'est le plus à droite. On le dérive en T, qu'on dérive en F, qu'on dérive en ID. Quand je parle de la dérivation de droite inverse, ça veut dire qu'en fait, le dernier devient le premier. Ce qui veut dire qu'en fait, si on fait des réductions, on va réduire le ID en F, le F en T, le T en E. Ensuite, on va aller récupérer le plus, on va récupérer le num, on va réduire le num en F, puis le F en T, et puis on va aller récupérer la multiplication et le ID qu'on va réduire en F et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va en fait voir à ce niveau-là. Donc là, j'ai pas écrit comme tout à l'heure, mais le bleu signifie que j'ai appelé l'analyseur lexical. L'analyseur lexical, il m'a envoyé un ID. Donc, au niveau de mon arbre, j'ai en fait le ID. Et ce ID qui est là, en fait, c'est celui qui est à ce niveau-là. D'après l'arbre syntaxique ou d'après la dérivation droite inverse, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je dois réduire le ID en F. C'est exactement ce que je fais là. Ensuite, d'après toujours mon arbre, je dois passer ici du F au T. C'est ce que je fais. Donc, en fait, ici, on a utilisé le ID qui se réduit en F. On a utilisé le F qui se réduit en T. Donc, on en est là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, c'est ça? Il y a un chat. En fait, c'est juste, ils disent c'était. Oui, c'était. Ils confirment. Ok, très bien. Donc après, ici, le T, on voit qu'il se réduit en E, donc c'est ce qu'on a. Et en fait, une fois qu'on a, ne regardez pas ce plus, une fois qu'on a ce E, on voit bien que ici, si la réduction qui va venir après, c'est le E, mais pour que je puisse l'avoir, il faudrait que j'ai toute la branche du E. Donc maintenant, il faut qu'on appelle l'analyseur lexical qui va retourner le plus. Mais ça suffit pas parce qu'il faut que j'ai ce T. Pour le moment, je l'ai pas encore. Donc, on va encore avancer l'analyseur lexical qui va cette fois envoyer le num. Et le num, on voit bien que après avoir obtenu ce E, ben, c'est en fait celui-ci qu'il faut que j'obtienne. Donc, on va réduire le num en F et on va réduire le F en T. Et là encore, on voit bien qu'on peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on complète les éléments pour qu'on puisse faire cette réduction. Et donc là,
on va avoir l'appel de l'analyseur lexical qui va nous envoyer la multiplication. On voit qu'on peut toujours rien faire, donc on va encore appeler l'analyseur lexical qui va envoyer un ID. Et ensuite, on va réduire le ID en F. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a toute la partie, on a le T fois F qu'on peut réduire en T. Donc, tout ce que j'ai là, je vais pouvoir le réduire en T. Et au final, maintenant, j'ai le E et le plus qui attendait depuis tout à l'heure. On vient d'engendrer ce T. Et donc, avec le E plus T, je peux le réduire en E. Donc, voilà un peu comment les deux fonctionnent. Maintenant, évidemment, la problématique, c'est comment faire en sorte qu'on rende tout ceci automatique et comment, quel type, exactement comme on l'a vu pour l'analyseur lexical, on a utilisé en fait des automates, on a utilisé des expressions régulières, on a utilisé un certain nombre de choses pour qu'après on arrive à écrire un algorithme qui permet de faire l'analyseur lexical. La question qu'on se pose maintenant, c'est quelle tête va avoir ce programme d'analyseur lexical, d'analyseur syntaxique, aussi bien dans le cas du descendant que dans le cas de l'ascendant. Alors en fait, on va pas traiter les deux en même temps. On va commencer par traiter le descendant et puis après, on va traiter l'ascendant. En fait, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Je voulais juste, en fait, pour là, juste le moment où on a eu le E plus T la première fois, juste pour le faire une remarque, pourquoi on n'a pas réduit à ce niveau-là? On a laissé, j'aurais voulu qu'il y ait une question dans ce sens, mais personne n'a tiqué. Pourquoi on n'a pas réduit dans la première fois quand on a eu E plus T? C'est-à-dire E plus T, ça existe comme règle. On aurait pu réduire, mais on ne l'a pas fait pour une raison qu'on verra donc bien sûr ultérieurement. Voilà, mais je ne sais pas s'ils l'ont vu déjà. Donc je voulais attirer leur attention parce que c'est une chose qu'on va voir par la suite justement. Exactement, tout à fait. Voilà. Et donc, ce que nous allons voir, alors pour le moment, on va oublier l'analyse ascendante. Bien sûr, on a E plus T. Bien sûr, on a E plus T. Comment on n'a pas? On l'a le E plus T. Non, ils ont écrit on n'a pas E fois T. Non, on n'a pas E fois T. On n'a pas E fois T, on a E plus T. Madame Djouri parlait de ce niveau-là. Ici, on avait un E plus T. Ici, vous le voyez? Ici, on a un plus T. Voilà. Celui-ci, on l'a pas réduit en E, effectivement. Oui, parce qu'on n'a pas traité le fois ID. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas encore traité le fois ID? Car la racine E a été dérivée en deux branches, exactement. Parce qu'en fait, ça a été dérivé en deux branches, et parce que, si vous voulez le dire de manière plus claire, c'est de dire que parce que ça ne correspond pas à la dérivation droite inverse. Parce qu'on a dit à la base, il faut que ça corresponde à la dérivation droite inverse. Non, les numéros, on les écrit pas du tout. Les numéros sont là juste en fait pour vous indiquer l'ordre dans lequel les dérivations vont être faites. Non, il s'agit vraiment pas d'écrire les numéros. Non, c'est pas grâce à l'analyseur lexical du tout. L'analyseur lexical, ça y est, il livre l'unité lexicale et puis il a rien à faire avec tout ça. C'est la réponse. Comme a dit Madame Djouri, on la verra beaucoup plus en détail. En fait, ce qu'a voulu faire Madame Djouri, c'est en fait vous montrer, vous attirer votre attention sur ça. C'est pour dire que c'est guidé par des choses, effectivement, qu'on les a pas aujourd'hui complètement. Moi, j'ai essayé de manière implicite de vous dire, c'est guidé par la dérivation droite inverse. Et si on l'a pas fait, c'est parce que ce E plus T, c'est ce E que j'ai là, et j'ai ce plus et j'ai ce T. Et donc, ça ne correspond pas du tout à une dérivation droite inverse parce qu'en fait, comme quelqu'un l'a dit avant, c'est parce qu'en fait, ça a été divisé, si vous voulez, divisé en plusieurs branches. Donc, on n'est pas du tout sur la même branche. Mais en fait, c'est difficile. Dans les règles, on n'a pas E fois T, mais on parle pas de E fois T, on parle de E plus T. Ok, donc on va, je vais revenir sur ce que je disais. Donc vous serez patient, vous en saurez davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on puisse dire, c'est parce que ça ne correspond pas à une dérivation droite inverse. Et donc l'idée, c'est que après on verra
comment de manière automatique ces choses-là vont pouvoir avoir lieu. Donc, en récapitulant ceci, en fait, on a deux manières de traiter l'analyse syntaxique. On a donc, on vient de voir qu'on a l'analyse descendante et l'analyse ascendante. Alors, la descendante, comme on vient de le dire, elle est basée sur la dérivation la plus à gauche, qu'on appelle également LL. Et on reviendra aussi sur ce LL pour dire techniquement qu'est-ce qui se cache comme contrainte ou comme règle derrière le LL. Mais déjà, le LL signifie, pour le premier L, ça signifie que l'analyseur lexical, il envoie les unités lexicales de gauche à droite, et c'est bien ce qu'on a vu. Il a commencé par envoyer l'unité lexicale le plus à gauche, c'est-à-dire le ID, et puis celui qui vient après, c'est le plus, et ainsi de suite. Et le deuxième L signifie qu'au niveau de la construction de l'arbre syntaxique, on dérive le nom terminal le plus à gauche. Dans le cas de l'analyse syntaxique ascendante cette fois, l'analyse ascendante ou l'analyseur ascendant est fondé sur la dérivation la plus à droite, et en fait on dit bien fondé sur la dérivation la plus à droite, mais on a vu que c'était la dérivation la plus à droite, mais inverse, appelée également LR. Alors le premier L, il a exactement la même signification, c'est-à-dire l'analyse lexicale envoie les unités lexicales de gauche à droite, donc il envoie d'abord le ID puis le plus et ainsi de suite. Et le R, c'est pour dire qu'en fait, on utilise les dérivations les plus à droite pour pouvoir construire l'arbre syntaxique. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant la question, c'est de voir comment se fonder sur la dérivation à gauche, qu'est-ce qui se cache derrière, et comment se fonder sur la dérivation la plus à droite, qu'est-ce qui se cache derrière. Pour le moment, on va se concentrer sur la première partie, et quand on l'aura fini, ben, en fait, on passera à la deuxième partie, espérant avoir suffisamment de temps pour traiter tout ce qu'on a envie de traiter dans ce contexte-là. Et donc, ici, on reprend donc la notion d'arbre d'analyse. Donc, arbre d'analyse, arbre syntaxique, parse tree, AST, tout ça, c'est exactement la même chose. On l'a déjà vu la dernière fois. On a déjà défini qu'est-ce que c'est qu'un arbre syntaxique. Et donc, ici, on parle d'arbre d'analyse, qui est un arbre obtenu à partir d'une dérivation en connectant chaque symbole au symbole à partir duquel il est dérivé. Et vous avez vu, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ceci, pour moi, c'est plus un rappel qu'autre chose. On a encore un exemple qu'on va traiter de manière assez rapide. Je ne vais peut-être pas le traiter de manière détaillée puisqu'on vient de le faire. Donc on a ici la grammaire E qui produit num, E qui produit parenthèse, E parenthèse, et E qui produit E plus E ou E qui produit E fois E. On l'a déjà vu cette grammaire. Et donc tout à fait au départ, en fait, on commence par l'axiome, c'est le symbole de départ. Et on va faire nos dérivations. Donc ici, on choisit de faire E fois E. Au niveau de l'arbre, voilà ce que ça donne. Ensuite, on a le deuxième E qu'on dérive en num. Et donc ici, vous voyez qu'on a plutôt choisi la dérivation droite. Ensuite, ici, on prend celui que j'ai ici, donc ça donne parenthèse E parenthèse. Ensuite, on a le parenthèse E parenthèse qui se dérive lui-même en parenthèse E parenthèse, et donc ça donne ça, et ainsi de suite. Donc celui-ci en num et celui-ci encore en num. Et donc voilà, mon arbre est construit. Et vous avez vu que ici, j'ai plutôt suivi la dérivation droite pour pouvoir faire ceci. Donc on a commencé par celui-ci, puis celui-là, celui-ci et celui-là. Je pense que là, en fait, je vous apprends pas quelque chose, c'est plus un rappel et c'est plus une consolidation des connaissances qu'on a fournies jusque-là. Alors, maintenant, quels sont les problèmes de l'analyse syntaxique? En fait, ce qu'on a envie, notre objectif, c'est d'avoir un analyseur syntaxique optimisé, c'est ce que je disais tout à l'heure,
où on fait le bon choix et où c'est le plus rapide possible ou le plus efficace possible. Donc pour cela, il faut obligatoirement que j'ai du déterminisme. Et donc, exactement comme on l'a vu dans le cas de l'analyseur lexical, l'analyseur lexical, quand on avait un automate non déterministe, Madame, pourquoi dans le descendant, on commence par gauche et pas droit? Parce que, en fait, parce que j'avais dit que c'était la dérivation droite inverse. Alors, la dérivation droite inverse n'est pas la gauche. Et c'est pour ça que, en fait, on a commencé par celui qui a été numéroté 7, c'est-à-dire la dernière dérivation droite devient la première réduction. L'avant-dernière dérivation droite devient la deuxième réduction et ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est de laisser en fait, ce que j'ai essayé de faire pour le moment, en tout cas dans les slides de tout à l'heure, c'était de vous donner, en fait, de faire une annonce de qu'est-ce qui va venir après. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le descendant. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions sur l'ascendant, vous les notez, puis quand on revient à l'ascendant, on va de toute façon refaire l'exemple que j'ai fait là, et vous allez, je suis sûre, beaucoup mieux comprendre. Là, en fait, même les questions, on est un peu gêné parce que on n'est pas encore suffisamment outillé pour vous répondre et pour vous donner des réponses claires, puisqu'il vous manque encore un certain nombre de concepts pour comprendre ceci. Donc, si vous êtes d'accord, vous garderez, vous garderez juste le fait que on y répondra plus tard, sachant que Madame Diolé, elle a précisé que effectivement l'analyse se fait de la gauche vers la droite. Autrement dit, l'analyseur lexical envoie ses unités lexicales de gauche vers la droite. Et donc, le fait de faire une dérivation droite inverse, on peut répondre, si vous voulez, pour dire c'est pour être conforme ou pour être en adéquation avec l'analyseur lexical. Bon, si vous êtes convaincu par cette réponse, tant mieux. Si vous l'êtes pas, bah, vous serez patient et on en dira beaucoup plus et vous allez voir, vous allez comprendre. C'est juste qu'on n'a pas suffisamment d'outils pour pouvoir expliquer ceci. À moins que Madame Dioré ait des moyens un peu plus simples de le dire. Ouais, fait, tu peux Non, répondre à ça. en fait, tu l'as très bien expliqué avec tes deux exemples. Donc, une fois quand on va vers la dérivation gauche, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une dérivation. Mais l'inverse, c'est-à-dire, vous avez vu que ce sont des réductions. C'est Donc, ça. une réduction, en fait, quand on dit inverse, c'est-à-dire qu'elle était à droite, mais quand on dit inverse, c'est-à-dire on commence par la dernière qui a été réduite. Donc, c'est Voilà. celle qui est la plus à gauche. Donc, bon, en fait, c'est ça. Mais si Et en on fait, part il que est pas de la toujours. dérive, voilà. Mais en fait, juste, il faut juste que vous ne confondiez pas la dérivation droite inverse avec la dérivation gauche, parce que vous pouvez trouver des exemples dans lesquels la dérivation droite inverse ne correspond pas du tout à la dérivation la plus à gauche. Juste, ça c'est important. Effectivement, ça s'inverse parce qu'il faut que ce soit en adéquation avec l'analyse lexical, mais voilà. Donc moi, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait, on est en train de tourner, on n'a pas les mots qu'il faut, on n'a pas les concepts qu'il faut pour y aller. Donc on va s'arrêter là. Vous allez être patient et on le verra plus tard. En tout cas, quand on sera mieux outillé, vous allez voir que c'est très simple. Donc, je disais tout à l'heure que l'analyseur syntaxique doit être optimisé, il doit être déterministe, exactement comme on l'a, ça c'est très clair pour vous parce que le non déterministe va nous permettre va nous obliger à faire des allers-retours et ça c'est pas très bon, ça n'optimise pas suffisamment notre compilateur. Donc, c'est fondamental à ce que ce soit déterministe. Et donc, Si oui, tu permets, ça répond, ce que tu viens de dire, ça répond à une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu de Lubna, parce qu'elle n'a pas arrêté de dire que multiplicité n'existe pas, mais en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que si on va plus loin, ceci n'existe pas. Elle parlait si on allait plus loin, c'est-à-dire si on avait pris la première, le E+, si on a été plus loin, on serait tombé sur quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Au niveau, d'accord.
Ah, Donc, c'est pour ça que tu disais donc n'existe j'ai pas pas. répondu. Hmm. Voilà, donc en fait, j'ai pas répondu, j'attendais que tu avances parce que tu allais on allait la voir. Donc, c'est-à-dire que si on est allé plus loin, donc on était obligé de revenir en arrière et de choisir l'autre. Voilà, donc c'est ce que vient de dire Madame Chedni. Voilà, c'était juste pour expliquer un petit peu la question à laquelle on n'a pas répondu. Très bien. En fait, j'avais mal compris la remarque de Loubna. En Voilà. fait, je lui disais que ça n'existait pas, mais pour moi, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une règle de production dans ce sens-là. Maintenant, je comprends mieux. Voilà. D'accord. Ok. Pardon. Donc là, alors les problèmes qu'on a, c'est comment faire en sorte que la grammaire qui décrit notre langage soit déterministe. Et ça, on va vous montrer comment. Et là, en fait, en l'occurrence, on vient de voir que la grammaire E qui produit E plus T ou T et T qui produit T fois F ou F et F qui produit ID et num, bah, en fait, vraisemblablement, d'après la discussion qu'on vient de voir, elle n'est pas du tout déterministe. Et donc, on verra comment justement la réécrire pour qu'elle devienne déterministe. C'est aussi la raison pour laquelle c'est pas ce que j'ai utilisé pour décrire l'analyse descendante. J'ai préféré aller prendre une grammaire qui est déjà bien écrite. Et la deuxième chose, c'est comment déterminer, comment faire le bon choix de la règle à utiliser. Alors, tout à l'heure, lorsque je déroulais l'exemple de l'analyse syntaxique descendante, parfois je disais, en fait, j'ai pas le choix, c'est le seul. Mais en réalité, c'est pas parce que c'est le seul que je dois le faire. L'idée, c'est de ne dériver que si je suis sûre que je suis sur un bon chemin, que si ça me permet d'avancer dans mon analyse. Et donc, vous avez vu qu'à un moment donné, on avait F qui produit ID ou nu, et on disait, puisque l'analyseur lexical m'envoie un ID, c'est mieux que j'utilise, ce qui est plus logique, c'est que j'utilise la règle F qui produit nu. Et en fait, ce symbole qui est envoyé par l'analyseur lexical, c'est ce qu'on appelle le symbole de prévision. C'est grâce à ce symbole-là qu'on va arriver à faire le bon choix de la bonne dérivation. Maintenant, juste je vous l'annonce, mais évidemment, dans la suite, on va aller beaucoup plus loin, vous allez beaucoup mieux comprendre tout ceci. Donc là, c'est encore un effet, ce slide est encore un effet d'annonce pour vous dire vers quoi on veut aller. Donc en fait, on veut aller vers obtenir une grammaire qui est déterministe et on veut aller vers l'utilisation d'un symbole de prévision. Et même, je vais plus loin en vous disant que ce symbole de prévision, c'est l'élément, c'est l'unité lexicale qui est envoyée par l'analyseur lexical. Et donc, c'est ce qu'on va traiter tout de suite. Donc, déterminer la production de la grammaire à utiliser. Alors, est-ce que oui, déterminer la production de la grammaire à utiliser pour la prochaine dérivation. Donc, c'est une question. Et donc, le problème de cette analyse, c'est étant donné une chaîne une chaîne d'unité lexicale, donc une chaîne qui est retournée par l'analyseur lexical, et une grammaire, c'est la problématique, c'est de déterminer si cette chaîne, c'est-à-dire si l'enchaînement des unités lexicales ou si la concaténation des unités lexicales qui sont envoyées par l'analyseur lexical et qui au final composent une chaîne, est-ce qu'elle est dérivable de la grammaire ou pas? Autrement dit, est-ce qu'on est capable de construire un arbre syntaxique partant de l'axiome jusqu'à les unités lexicales de la chaîne en appliquant les règles de production de la grammaire. Donc, si oui, cette séquence de dérivation, c'est ce qu'on appelle l'arbre syntaxique ou l'arbre d'analyse, donc on va le donner comme on l'a fait dans les exemples d'avant. Et sinon, ça veut dire que tout simplement, ça n'appartient pas du tout à la grammaire. Alors, pour le num plus num fois num est-il syntaxiquement correct? En fait, on a bien vu dans l'exemple qu'on vient de passer, alors je sais plus où il est celui-ci, qu'en fait c'est quelque chose qui est syntaxiquement correct. Et après, ça serait quoi le symbole de prévision? En fait, le symbole de prévision, on va l'utiliser, comme je disais, c'est celui qui est envoyé par l'analyse lexical. Et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on construit l'arbre? En fait, on va utiliser
un autre type de machine, ce sont les automates à pile. Alors, vous avez vu que pour l'analyseur lexical, on a utilisé des automates d'état fini. Pour l'analyseur syntaxique, ça ne suffit pas, mais on passe plutôt à des automates à pile. Alors, l'idée de la pile, alors très brièvement, je voudrais juste revenir en arrière. Ouais, peut-être on peut prendre même celui-ci, pourquoi pas. Non, je vais prendre l'autre, je pense que ça serait problème quand il y a trop de... Voilà. Donc, en fait, ici, lorsque je prends le E, que je le dérive en T, E', je suis en train de traiter le T, mais le E', il doit rester en attente. Je ne le traite pas tout de suite. Et vous avez vu que le E', il est resté, en fait, ce E', il est resté pendant 4 phases. Après, il y a un deuxième E' qui vient et qui reste lui aussi pendant un certain temps. Donc, en fait, l'idée, c'est que j'ai besoin d'un automate qui me permet de dire vers quoi je vais transiter, mais en même temps qui me permettent de garder tous les noms terminaux que je ne peux pas traiter tout de suite. Donc, en fait, c'est une espèce de mémoire qui va me permettre de stocker les éléments que je dois traiter. Et en fait, la pile, le fait d'utiliser l'automate à pile, dans la pile, c'est là où on va stocker tous les éléments de la grammaire qu'on n'est pas capable de traiter tout de suite, soit parce qu'en fait, c'est pas les éléments les plus à gauche, puisque dans la liste descendante, on traite toujours par rapport à l'élément le plus à gauche. Donc, en fait, tous ceux qui ne sont pas les plus à gauche, on va les mettre dans la pile. Et l'idée, c'est que si on fait bien les choses, je dois me retrouver dans la tête de la pile, je dois toujours retrouver l'élément le plus à gauche qui va être traité. Et donc ça, effectivement, on le verra tout à l'heure. Ça coupe un petit peu, ça coupe un peu, ça a coupé un peu, mais il y a Ayoub qui a parlé de l'IFO au niveau c'est-à-dire last in, first Oui. out, et effectivement, c'est très bien. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ça a coupé quand tu expliquais le principe au niveau de la piste, ça a coupé un petit moment. D'accord. Alors, je vais reprendre très rapidement. En fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné dans l'analyse, on va avoir un nom terminal on va avoir un élément, un symbole de la grammaire qui va être le plus à gauche. Celui-ci, on va le traiter tout de suite. Mais il va y avoir d'autres qui doivent attendre leur tour. Donc, ça veut dire il faut qu'on les mémorise quelque part. Il nous faut un espace mémoire pour les mémoriser. Et en fait, le fait d'aller vers des automates à pile, c'est pour pouvoir stocker ces éléments en attente de traitement dans la pile. Et effectivement, le fait de les mettre en last in, first out, c'est quelque chose qui correspond ou qui va en fait en adéquation avec la dérivation la plus à gauche, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on verra bien entendu comment fonctionne cet automate à pile. Donc, en fait, ici, gardez en tête, là encore, en fait, on a avancé par rapport à tout à l'heure. On a besoin d'un symbole de prévision, on a besoin d'un automate à pile et on a besoin du déterminisme dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'analyse descendante recourt, comme on l'a dit tout à l'heure, à un symbole de prévision. Celui-ci est retourné par l'analyseur lexical pour choisir la bonne dérivation à utiliser. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est fondamental. Et donc, je reprends ici la grammaire E qui produit E plus T ou F. Et donc là, alors évidemment, par rapport à la question de tout à l'heure, il faut surtout pas reprendre les numéros. En fait, les numéros ici, c'est juste pour indiquer l'ordre dans lequel les dérivations doivent être faites. Donc, en fait, ici, on a une idée. Et l'idée, c'est que je ne devrais transformer le E en E plus T que si je suis sûre que j'ai une chance de récupérer ce ID. Et en fait, comment ici ça fonctionne? C'est que j'ai le E qui produit E plus T, d'accord? Et ce que je veux, c'est produire un ID et la question, est-ce que c'est possible? Et puis je vois, alors le ID est obtenu à partir du F, le F est obtenu à partir d'un T,
et le T peut être obtenu à partir d'un E. Donc, je me dis, oui, j'ai toutes les chances ici, j'ai toutes les chances d'obtenir un ID, donc je peux y aller. Je n'ai pas de problème à y aller, et donc on verra, bien entendu, comment automatiser tout ça et comment savoir est-ce que c'est une bonne avancée ou pas une bonne avancée. Alors, le problème au niveau de celle-ci, c'est que effectivement, j'ai ici le E qui produit E plus T, et le E, je viens de vérifier qu'à partir du E, je peux arriver à ID. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'avais fait la dérivation de E vers T, et non pas vers E plus T, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, j'aurai le E qui se dérive en T, le T qui se dérive en F et le F qui se dérive en ID. Et donc, j'aurais obtenu exactement le ID. Et donc là, vous voyez que j'ai un problème de non-déterminisme parce que, en fait, le ID qui m'a été envoyé par l'analyseur lexical, et rappelez-vous, l'analyseur lexical, il n'envoie qu'une seule unité lexicale. Ce qui veut dire, je ne sais pas si après ce ID, je vais avoir un plus, ce que je vais avoir une multiplication, ce que je vais avoir une fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière. On n'en a aucune idée. On a sous la main ID et c'est tout. Or, ici, on voit bien qu'avec cette grammaire, on a un non-déterminisme. Pourquoi? Parce que si je fais E plus T, je peux engendrer un ID. Et si je fais E qui produit T, je me retrouve exactement avec la même situation. Et donc là encore, j'ai un idée. Et donc l'idée, c'est de devoir passer de cette grammaire qui, manifestement, là on l'a bien compris, n'est pas une grammaire déterministe dans le cas de l'analyse syntaxique descendante, vers une grammaire qui, elle, serait déterministe dans le cas de l'analyse descendante. Et c'est celle que j'ai utilisée. Et c'est-à-dire, c'est quand je vais avoir E qui produit TE'. Donc là, j'ai ID. J'ai un seul choix, c'est TE'. Et donc, j'ai le T après qui peut se dériver en FT' et le F qui se dérive en ID. Donc, je me dis, bah, effectivement, si je dérive le E en TE', j'ai toutes mes chances d'avoir un ID. Et en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Je n'ai pas deux cas possibles. J'ai que ce cas-là et donc je peux l'utiliser. Pardon. Après, donc quand je fais le E qui produit TE', le plus à gauche, c'est T. Là encore, j'ai le T qui se dérive vers FT'. Mais avant de faire est-ce qu'il se dérive vers FT', je m'assure que à travers ça, je suis capable d'avoir le ID et donc c'est le cas. Ensuite, j'appelle l'analyseur lexical, il m'envoie un plus. Et ici, dans le T', j'ai la multiplication et j'ai l'epsilon, donc je n'ai pas d'ambiguïté possible. C'est l'epsilon que je vais faire. Mais si je veux que mon exemple, ou si je veux, pardon, que mon analyseur soit le plus efficace et le plus rapide possible, je ne dois dériver vers l'epsilon que si je suis sûre que je vais être capable d'avoir le plus avec ce E', et ça, on le verra par la suite de comment en être sûr. Et donc, voilà comment comment on procède. Alors, une fois qu'on a le E' et que l'analyseur lexical m'a envoyé le plus, ben, en fait, avec E' plus TE', ce plus joue le rôle de symbole de prévision. Et donc, il me guide dans le choix. Et donc, c'est cette dérivation que je vais utiliser et non pas celle-là. De la même manière, lorsque j'arriverai à la multiplication ou lorsque j'arriverai au F, tout simplement, l'analyseur lexical m'envoie un nul. Donc, en fait, c'est normal que j'utilise F qui produit nul, et ainsi de suite. Donc, c'est clair. Je pense que, à mon avis, j'ai pas mal expliqué ça tout à l'heure et donc je pense que ça doit être clair. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Donc, maintenant, comment, la question qu'on se pose, c'est comment on va transformer la grammaire de cette grammaire ici qui est non déterministe vers une grammaire qui devient déterministe. Et donc, c'est l'objet de ce qu'on va avoir ici. Donc, réécrire la grammaire pour qu'elle soit bien écrite. Et quand on dit bien écrite, c'est bien entendu bien écrite pour la grammaire syntaxique descendante et non pas pour toutes les grammaires syntaxiques, parce que une grammaire bien écrite pour l'ascendante n'a rien à voir avec une grammaire bien écrite pour la descendante. Donc la question sont toujours, oui, tout à fait, ce sont toujours des terminaux parce qu'ils sont toujours envoyés par l'analyseur lexical. Donc l'analyseur lexical n'envoie que des terminaux et donc forcément ce ne sont que des terminaux. Donc une grammaire est bien écrite
pour l'analyse syntaxique descendante, si elle est non ambiguë, on ne va pas revenir là-dessus. On a déjà vu comment rendre une grammaire non ambiguë. On a déjà expliqué l'ambiguïté. Il faut qu'elle soit non récursive à gauche, il faut qu'elle soit factorisée à gauche, et c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'ambiguïté, c'est quelque chose qui est hyper simple à suivre. Tu veux dire quelque chose, Wafaa? Non. Donc, on va maintenant donc voir comment on fait cette réécriture. Donc, les grammaires ambiguës sont problématiques puisqu'elles donnent naissance à plusieurs interprétations différentes d'une même entrée. C'est quelque chose que nous avons déjà vu. Donc, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus la semaine dernière, mais en fait, on y a consacré pas mal de temps. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une analyse? Quelles sont les règles de la non-adéquation pour une analyse syntaxique descendante? Et donc, on a parlé de la récursivité à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que la récursivité à gauche? En fait, tout simplement, la règle A qui produit A+, c'est une règle qui est récursive à gauche, dans le sens où le nom terminal qui se trouve à gauche de la règle de production, c'est celui qui apparaît en premier dans la partie droite de la règle de production. Et donc, en premier, c'est-à-dire il est le plus à gauche, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle récursivité à gauche. Et donc, les mots de la grammaire sont les mots composés ici, donc j'ai A qui produit grand A plus ou petit a. Et donc, ça veut tout simplement dire que la grammaire ici, qu'est-ce qu'elle reconnaît? En fait, je vais pouvoir dériver le grand A en autant de A plus que je veux, donc grand A plus que je veux. Et à un moment donné, pour m'arrêter, en fait, je vais dériver le grand A en petit a. Et du coup, les mots de cette grammaire, comme c'est écrit plus bas, c'est A suivi d'un certain nombre de plus, mais je ne sais pas combien de plus. Et donc, le problème de la récursivité à gauche, c'est quoi? C'est que je suis obligée de commencer par générer les plus avant de générer le petit a. Or, mon symbole de prévision, c'est le petit a, c'est-à-dire que l'élément qui est envoyé par l'analyseur lexical au début, ça sera le petit a. Et du coup, je vais faire un nombre arbitraire de dérivation grand A en grand A+, indépendamment du nombre réel de petits de plus qui vont par la suite être envoyés par l'analyseur lexical. Et donc, on a en fait une inadéquation, on a un décalage entre le moment où je dois décider du combien de plus et les moments où je vais avoir les plus. Et du coup, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et est-ce que vous avez compris le problème de la récursivité à gauche? Est-ce que ça vous semble clair? Un peu. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une diapositive et je vais écrire dessus. Mais l'exemple est très parlant, Delila, l'exemple est très parlant. En expliquant l'exemple, on va le voir, on va voir le problème. L'exemple qui vient juste après? D'accord, ok. Oui, bien sûr. Je pense. Hein. Mais je ne sais pas s'il y a, j'en rappelle plus s'il y a un arbre. Attends, non, mais déjà là, je pense qu'ils vont le voir. Il est vraiment très parlant. Je vais continuer. Puis si c'est toujours pas clair, il n'y a pas de souci, je peux revenir. Donc en fait, la récursivité à gauche, ça en fait, ça c'est comment dire, c'est la gêne de pas avoir ce tableau et ces traits pour arriver à dessiner tout ce qu'on a envie de dessiner. C'est la frustration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout à fait. Donc, en fait, alors, pour généraliser, une grammaire est dite récursive à gauche s'il existe un nom terminal
grand A, tel qu'il existe une règle de production dans laquelle le grand A que j'ai à gauche de ma règle de production, c'est celui que je trouve à droite, enfin à gauche de la partie droite de la production, exactement comme ce A+ que j'ai là. Et donc, si on prend l'exemple comme dit Madame Diori, pour éliminer cette récursivité, moi je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Non, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, l'idée, c'est que vu que l'analyseur lexical, vu que les mots qui sont reconnus par la grammaire, c'est un suivi d'un certain nombre de plus, il est normal que je commence d'abord par engendrer le 1 et après, je vais engendrer tout ce qui reste. Donc, en fait, plutôt que de dire que je vais avoir 1 qui produit grand A plus ou bien 1, ben, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, en fait, je vais dire que mon grand A, il commence par produire petit a, suivi d'un certain nombre de plus. Et en fait, ce certain nombre de plus, j'ajoute un autre nom terminal ici que j'appelle A'. Et cette fois, le A', qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je dis que A' se dérive en plus A'. C'est-à-dire que je commence par mettre le nom terminal et après, je vais avoir A' qui va boucler. Et donc, ça veut dire que si j'ai par exemple A plus une fois, je vais avoir A qui se dérive en A grand A', A' qui se dérive en plus A' et A' qui se dérive en epsilon. Donc, vous voyez que là, il y a une adéquation entre ce qui m'est envoyé par l'analyseur lexical et le moment où je choisis les dérivations. Et donc là, effectivement, il y a un exemple. Donc, si j'ai en fait grand qui se dérive en petit a A', donc l'analyseur lexical, il m'a envoyé un petit a, donc normal que je choisisse cette règle-là. Ensuite, j'appelle l'analyseur lexical qui m'envoie un plus. Comme il m'envoie un plus et que j'ai un A' qui est le nom terminal le plus à gauche à dériver, donc entre le plus et l'epsilon, c'est normal que je prenne A' qui se dérive en plus A'. Ensuite, j'appelle l'analyseur lexical qui m'envoie encore un plus. Et donc, normal, puisqu'il m'envoie un plus, de choisir la même règle, c'est-à-dire A' qui se dérive en plus A'. J'appelle encore le lexical qui m'envoie encore un plus. Et donc, normal, je prends ce A' que je dérive en plus A'. J'appelle encore le lexical et cette fois, le lexical me dit, il n'y a plus rien, j'ai plus rien à envoyer. Donc, l'entrée ou la chaîne est terminée. Et donc, cette fois, comme il n'y a plus de plus, c'est normal que je dérive A' en epsilon pour reconnaître le A++ dont on a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vous semble clair? Le problème avec le A qui produit grand A+, c'est que je suis obligée de dériver, c'est-à-dire si j'avais le A++, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le A, je vais le dériver en grand A+, je vais encore redériver ce grand A en un autre grand A+, pour le moment j'en ai deux, je vais encore dériver le grand A en grand A+. Alors si c'est mon jour de chance, ben, je vais m'arrêter cette fois et puis le grand A, je vais le dériver en petit a et puis je vais reconnaître. Mais en fait, si j'ai pas puisqu'en fait je fonctionne à l'aveugle, soit en fait je vais engendrer moins de plus, soit je vais engendrer beaucoup plus de plus. Et donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout marcher, ça va pas être en adéquation, ça va pas être déterministe. En fait, ça veut pas dire que je vais pas trouver. Ça veut dire juste, je vais dire, si je garde la grammaire telle qu'elle est là, c'est que si je ne suis pas, si j'ai pas la bonne dérivation ou la bonne chaîne de dérivation, je vais dire, en fait, j'ai pas fait le bon choix, je vais revenir en arrière pour essayer autre chose. Et donc, je vais avoir pas mal d'allers-retours et ça, bien sûr, ça donne une non-efficacité de l'analyseur lexical que l'on veut efficace pour pouvoir avoir un compilateur qui s'exécute le plus rapidement possible. Est-ce que c'est clair? Bon. Je rajouterais juste, en fait, cette histoire parce que tout à l'heure, il disait pourquoi on met pas le A+, il y a encore le problème à cause de la récursivité à gauche. Bon, il y a encore des flous. En fait, ce qu'on essaie de voir, c'est de mettre en évidence
élément de prévision, en fait. C'est ce qu'on cherche. Le symbole de prévision, il faut le mettre. L'analyse lexicale nous renvoie un symbole et puis on l'a pas. C'est-à-dire qu'on doit développer, aller à l'aveugle, comme a dit Madame Chadmi, aller à l'aveugle pour aller le chercher. Donc, en fait, cette transformation permet de mettre en exergue, c'est-à-dire à l'avant, justement cet élément de prévision sur lequel on va se baser pour pouvoir développer nos réductions, nos dérivations. En fait, c'est surtout ça, le fait de transformer, c'est pour mettre en évidence le symbole de prévision en premier, tout simplement. À choisir le bon action pour remplacer. Mais c'est cette transformation-là, en fait. Omaima, pourquoi vous parlez d'action? Omaima, tu peux allumer ton micro et nous... Ah, d'accord, ok. Bon, je vais reprendre un autre exemple et je pense que ça va, en tout cas, j'espère que ça va être plus clair. En fait, je veux venir à cette grammaire. Celle-ci, est-ce que c'est la bonne? En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, on ne peut pas, impossible de faire par prédiction une grammaire ainsi. On ne peut pas la traiter avec un symbole de prévision. Tout simplement, c'est ce qui est marqué tout à fait au début. Alors, je vais essayer de reprendre l'analyse, en tout cas la récursivité à gauche, à travers la grammaire que nous avons là. La grammaire que nous avons là, vous voyez bien que j'ai E qui produit E plus T. Et donc, E qui produit E plus T, je suis sûre que vous avez compris, puisque j'ai A qui produit A alpha. Donc là, cette règle-là, c'est une règle récursive à gauche. De la même manière, j'ai le T qui produit T fois F. Et donc là encore, cette règle, elle est récursive à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, on me dit oui, on me dit non sur le chat si vous êtes d'accord. Très bien, je n'ai vu que des oui, donc vous voyez tous que c'est un, et donc là, c'est très bien, vous avez vu qu'elle est récursive à gauche. Et donc, on va essayer maintenant de travailler avec cette règle récursive à gauche pour voir comment ça va fonctionner. Donc, l'analyseur lexical, vous êtes d'accord avec moi que l'analyseur lexical, quand on va l'appeler la première fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renvoyer un ID. Et c'est la seule information que j'ai. Je n'ai que le ID. Alors, je ne sais pas s'il y aura un plus après, je ne sais pas s'il y aura une multiplication après, je n'ai aucune idée de ce qui va venir après ou peut-être qu'il n'y aura rien. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit choisir le E qui produit E plus T, soit je vais choisir le T. Mais en fait, ça sera au petit bonheur la chance. Dans le cas où je choisis E plus T, c'est très bien, je vais avoir de la chance. Pourquoi? Parce que la fois d'après, lorsque je vais appeler l'analyseur lexical, il va effectivement m'envoyer un plus. Mais imaginez qu'au lieu d'utiliser le E plus T, j'avais dérivé le E en T. Et donc, je n'ai pas ça. Si je dérive le E en T, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dériver le E en T. Ensuite, après, imaginez que je décide de dériver le T en T fois F. Si je décide de dériver le T en T fois F, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir E qui produit T et T qui produit T fois F. Je vais peut-être après dériver le T en F et le F en ID. Et donc, je serai contente. Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais encore appeler l'analyseur lexical qui, cette fois, il m'envoie un plus. Il m'envoie un plus. Or, moi, ce que j'ai dans mon arbre, c'est une multiplication. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai avancé à l'aveugle, j'ai supposé que j'avais une multiplication, j'ai supposé que l'analyseur lexical va m'envoyer une multiplication, puisqu'en fait, c'était pile ou face. J'ai pris ce cas-là, et en fait, il se trouve que l'analyseur lexical ne m'envoie pas une multiplication, il m'envoie un plus. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire que cette chaîne ID plus une fois ID est fausse? Non. C'est juste qu'on n'a pas pris les bons choix.
Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit défaire tout ce qu'on a fait et reprendre en essayant une autre possibilité. Et s'il y a 10 possibilités et que la 10e est la bonne, en fait, je vais perdre énormément de temps à faire des allers et des retours. Est-ce que ça vous semble plus clair? Si on se plante, on peut revenir. C'est-à-dire, on va défaire et on va revenir. Mais le problème, c'est qu'on va perdre énormément de temps à faire des allers-retours parce qu'on fait des suppositions sur des informations dont on ne dispose pas. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle, tout à l'heure, je n'ai pas voulu dérouler cet exemple-là, mais j'ai préféré dérouler ici l'exemple d'une grammaire qui est bien écrite pour que, en fait, je voulais anticiper sur ce qui va venir par la suite. Alors que quand j'ai cette grammaire qui est là, il y a vraiment une adéquation entre les deux. Madame, est-ce qu'on peut avoir deux dérivations qui sont correctes? Non. Si on est dans un déterminisme, non. Il y a un seul choix possible. Il y a un seul bon choix possible. Évidemment, si notre grammaire est bien écrite, si elle est mal écrite, ça c'est autre chose. Mais normalement, avant de commencer l'analyse syntaxique descendant, on doit faire du déterminisme exactement comme on l'a fait avec l'analyse lexicale. Avec l'analyse lexicale, on n'a pas permis, oui, c'est une bonne question pour ce qui va venir par la suite, mais dans l'analyse lexicale, on n'a pas permis les automates déterministes. Pardon, on n'a pas permis les automates non déterministes. Parce qu'en en fait, on veut qu'il y ait un seul choix pour qu'on ne perde pas de temps. Bon, alors si vous me dites que c'est plus clair, je vais revenir à mon slide de tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais essayer d'avancer plus vite. Voilà, donc là, en fait, quand on a la réécriture, consiste à modifier et en fait à mettre dans les règles les éléments qui apparaissent ou qui sont retournés par l'analyseur lexical en premier et ainsi de suite. Et donc la règle, elle est vraiment toute simple. Si vous avez A qui se dérive en grand A plus ou petit a, ben, en fait, tout simplement le petit a que vous avez là, ben, c'est par ça que vous commencez à A'. Et pour le A', vous mettez plus et vous rajoutez un autre nom terminal A'. Alors tout à l'heure, il y avait une question, comment on choisit le grand A? En fait, on ne choisit pas le grand A. On prend les règles qui ont un problème de récursivité à gauche et on les transforme. Par exemple, tout à l'heure, dans la grammaire de E qui produit E plus T et ainsi de suite, les règles qui ont un problème de récursivité à gauche, il y en a deux. Il y a la règle E qui produit E plus T, donc il faut la réécrire, et il y a la règle F, non, T qui produit T fois F, et donc là aussi, il faut la réécrire. Donc, Choukeli, qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'on doit avoir un petit a, grand A plus au début. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Choukeli. En Madame, fait, le A+, c'est le A'. Vas-y, madame, vas-y, vas-y. ce que je veux dire, c'est que dans la deuxième version, on commence toujours par des petits A, puis des grands A. Alors que dans la première version de la règle, on peut commencer par grand A au début. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, non, non, attendez. Non, non. Ce que nous avons ici, ce ne sont pas des règles de production, c'est des dérivations. En fait, on n'a pas toutes ces règles. Les règles sont là. Est-ce que vous avez confondu ça avec des règles de dérivation, Choukri? Ayoub? Oui, madame. Ah non, non. En fait, ici, ce sont des dérivations. Donc, on a dérivé le grand A en petit a'. Après, on a dérivé le A' en plus A'. Ensuite, ce A' à nouveau en plus A'. Ensuite, ce A' en plus A'. Ce A' en... Oui, j'ai compris ça, mais je veux dire que les deux versions ne sont pas équivalentes. A produit A plus ou bien petit a. Et est-ce que ce qu'on a remplacé avec? Pourquoi elles ne sont pas équivalentes? Est-ce qu'il y a, il y a un mot qui est reconnu par la première et non reconnu par le deuxième ou Oui, inversement? oui, madame. Lequel? Euh, Dans la deuxième version, on doit toujours commencer par. Ah non. Par petit a.
Oui, par petit A. Et dans la première version, on peut commencer par... oui, oui, non, madame, j'ai j'ai mal compris. D'accord. Donc, le grand A, c'est un non terminal et le petit a, c'est un terminal. Rappelez-vous de la convention. Je pense que vous avez mélangé à un moment donné les non terminaux et les terminaux, oui. Non, j'ai juste pas vu que dans la première version, le plus c'est à droite et dans la deuxième version, le plus c'est à gauche. Pardon. D'accord, ok. Donc, je pense que là, c'est plutôt clair et donc on va avancer et vous allez voir que la suite est encore plus facile. Donc, on va éliminer la récursivité à gauche, comme on l'a dit. Donc, en fait, de manière générale, quand on aura une règle A qui produit A alpha ou bêta, en fait, on la remplace tout simplement par A qui produit bêta A prime et le A prime qui va produire alpha A prime ou bien epsilon. Donc, en fait, c'est tout simplement une généralisation de ce que on a vu tout à l'heure avec le grand A et les petits A plus. Maintenant, si je reprends la règle dont on discutait il n'y a pas longtemps, en fait, on a E qui produit E plus T ou T. Bon, alors d'habitude, on laisse les élèves réfléchir un petit peu pour nous trouver ça. Bon, là, on va le donner directement. Donc là, le bêta, c'est le T. On est bien d'accord. Et le alpha, c'est le plus T. Donc, en fait, on réécrit, et le grand A, c'est le E. Donc, on réécrit, donc on remplace le grand A par le E. Le bêta, c'est le grand T. Donc, je vais avoir ici un T et je rajoute un non terminal E'. Et le non terminal que je viens de rajouter E', il va se dériver en alpha A'. Le alpha, c'est ce qui vient juste après le A ici, donc c'est ce qui vient juste après le E. C'est ça, juste après le E, donc c'est plus T E' et epsilon. Et de la même manière, pour la règle avec la multiplication, ça donne exactement la même chose. C'est clair? En fait, la transformation, euh, peut-être que le plus dur, c'est de comprendre pourquoi la récursivité pose un problème, mais comment transformer une grammaire non récursive à gauche, une grammaire récursive à gauche vers une grammaire non récursive à gauche, c'est quelque chose d'assez simple. Et donc, en général, si vous avez A qui produit A alpha 1, A alpha 2 jusqu'à A alpha m et puis une série de bêta, la réécriture, c'est A qui produit bêta 1 A' ou bêta 2 A' jusqu'à bêta n A', et bien sûr le A' qui se dérive en alpha 1 A' ou alpha 2 A', ou bien epsilon. Alors l'epsilon, ici il manque l'epsilon. Soit il a sauté, soit il a été effacé. Mais là, si dans votre version, il n'y a pas l'epsilon, il faut le rajouter. Alors, est-ce que ça vous semble clair? Bon, s'il n'y a pas de réaction, je vais dire que c'est clair. Et on passe à la deuxième partie qui est beaucoup plus simple que la première. Celle-là, vous la comprenez généralement assez vite. C'est le problème de la factorisation à gauche. Alors, c'est quoi le problème de la factorisation à gauche? Alors, imaginez que vous avez une règle, ou plutôt vous avez trois règles. A qui produit ID plus E. Vous avez une autre règle A qui produit ID moins E. Et vous avez une troisième règle où vous avez le A qui produit ID. Lorsque l'analyse lexicale va vous envoyer un ID, ici, vous ne savez pas quoi choisir, puisque les trois commencent par un ID. Et donc, là encore, vous allez, au petit bonheur la chance, vous allez en choisir une. Soit c'est votre jour de chance et vous allez tomber sur la bonne, soit vous n'allez pas tomber sur la bonne, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Ce que vous devez faire, c'est annuler ce que vous avez choisi et prendre la deuxième option. Si ça marche, ouais, si ça marche pas, vous allez encore défaire jusqu'à essayer les trois options avant de décréter en fait, que c'est pas bon. Donc en fait, le problème c'est que avec ID comme symbole de prévision, on n'arrive pas à choisir une alternative. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre ID en facteur. Et donc l'idée c'est de prendre encore un autre nom terminal que ici j'appelle A'. Et donc on dira que A produit ID A'. Et le A', il va se charger de la suite, c'est-à-dire la suite, dans ce cas-là, c'est plus E.
Dans ce cas-là, c'est moins E. Dans ce cas-là, c'est epsilon. Et à ce moment-là, ben, en fait, au départ, on va choisir de dériver le grand A en ID et A'. On appelle le lexical. Si le lexical nous envoie un plus, ben, en fait, on va dériver le A' en plus E. Si nous envoie un moins, on va dériver le A' en moins E. S'il ne nous envoie rien, on va le dériver en epsilon. Et donc là encore, ce que vous remarquez, c'est qu'on a une synchronisation entre les règles de production et ce qui est envoyé par l'analyseur lexical, autrement dit, le symbole de prévision. Et je pense, je ne crois pas me tromper en disant que je suis quasiment sûre que tout le monde a compris. En tout cas, tous ceux qui m'écoutent attentivement ont compris, parce que c'est par contre quelque chose de très simple. Donc, lorsque j'ai A qui produit alpha, bêta 1, si je généralise, ou bien alpha, bêta 2, je vais avoir un A qui produit alpha, qui produit alpha A', puisque le alpha se trouve dans les deux, et le A', il va se dériver en bêta 1 ou bêta 2. C'est clair? Ok, alors pas de questions, je suppose que c'est clair. Et donc maintenant, une fois qu'on a réécrit notre grammaire de cette manière-là, en tout cas une fois que notre grammaire, on s'est assuré qu'elle n'est pas ambiguë et si elle l'était, on l'a réécrit. On s'est assuré qu'elle n'est pas récursive à gauche et si elle l'était, on l'a réécrit. Et on s'est assuré qu'elle est pas factorisée à gauche et que si elle est, ben en fait, on s'est assuré qu'elle est non factorisée à gauche et si c'est le cas, on l'a bien traité. En tout cas, on a fait les trois règles de bonne grammaire ou de grammaire adaptée à l'analyse syntaxique descendante prédictive. Ben, quand ça va être le cas, ben, on peut faire ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire construire l'arbre. Et donc, pour construire l'arbre, ben, il suffit en fait d'ajouter à chaque fois dans l'arbre la partie droite du symbole non terminal, c'est-à-dire en utilisant le DG ici, c'est dans le sens dérivation gauche. À chaque fois, donc, on prend le non terminal le plus à gauche et on le dérive. Comme là, on a vu, c'est soit on a un choix et on le fait, soit on n'a pas de choix et c'est une erreur. Une fois qu'on a fait ça, à chaque fois qu'on génère un terminal à l'intérieur de l'arbre, on vérifie en fait l'égalité des deux symboles, celui qui est généré dans l'arbre et celui qui est retourné par l'analyseur lexical, c'est-à-dire le symbole de prévision. Si c'est égalité, ben, ça veut dire c'est bon et qu'on peut aller appeler l'analyseur lexical pour qu'il nous envoie un autre symbole de prévision. Ben, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et donc maintenant, la question de tout à l'heure, c'est comment rendre tout ça automatique. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu comment fonctionne l'analyseur syntaxique, comment construire l'arbre syntaxique de manière descendante en utilisant la dérivation la plus à gauche. On a dit que pour que l'analyse syntaxique descendante prédictive soit la plus efficace possible, il faut que la grammaire se comporte d'une certaine manière. Et puis, on a donné les règles, donc la non-ambiguïté, la récursivité à gauche et la factorisation à gauche. On a repris la construction de l'arbre syntaxique. Et maintenant, on se dit, comment je fais pour pouvoir automatiser tout ça? Et bien, en fait, pour pouvoir automatiser tout ça, ce que j'aimerais bien avoir, puisque la question a été posée tout à l'heure et on nous a dit, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il y a unicité de dérivation? J'avais dit oui. Donc, avec l'idée, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une table dans laquelle, à chaque fois que j'ai un non terminal le plus à gauche, donc je vais avoir le non terminal, par exemple, dans les lignes, et je vais avoir mon symbole de prévision au niveau des colonnes, et dans le croisement de la ligne et de cette colonne, ben en fait, qu'on me dise qu'est-ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, ça serait je suppose tout de suite, vous voyez que l'automatisation, si je sais remplir cette table, l'automatisation va être assez simple, parce que mon analyseur syntaxique va consister en quoi? Je commence par l'axiome, j'appelle l'analyseur lexical, je rentre dans la table, la ligne de l'axiome et la colonne du symbole envoyé par l'analyseur lexical, je trouve avec quoi je vais dériver,
Donc, je vais remplacer l'action par cette règle. J'identifie le nom terminal le plus à gauche et je refais pareil. J'utilise le nom terminal comme entrée dans la table des symboles et toujours le symbole de prévision. Je redérive. Si je génère, si en fait à travers mes dérivations, j'ai généré à gauche un terminal, je vérifie est-ce qu'il est en concordance avec le symbole de prévision. Si c'est le cas, ben, c'est le moment d'appeler à nouveau l'analyseur lexical pour qu'il m'envoie une autre unité lexicale et ainsi de suite. Donc la suite, c'est de nous poser la question comment je vais arriver à remplir cette table d'analyse, comment je vais construire cette table d'analyse. Alors je ne sais pas si j'y vais encore, il est quelle heure? Je vais regarder. 15h39. Donc en fait l'idée de la table c'est ça, c'est-à-dire c'est que si j'ai un E et que l'analyseur lexical m'envoie un ID, ben en fait que je puisse trouver une seule chose, une seule action à faire, c'est-à-dire c'est de dériver E en TE'. Ouais, enfin, il est 40. Il est 40. Eh bien, je n'obtiens aucun résultat. Pardon. Tu penses, on arrête, je pense, pour le quiz et pour respirer un peu avant le TP, ou là, je continue avec les premiers. Moi, je pense que déjà, on leur donne la parole pour qu'ils s'expriment peut-être 5 minutes. Bien sûr. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez compris le principe en fait de l'analyseur syntaxique? On veut automatiser, étant donné donc à partir de l'axiome, comment je vais dériver pour aller à la chaîne que je veux reconnaître. Donc, étant donné une chaîne à reconnaître et une grammaire. Quand je dis une grammaire, c'est-à-dire qu'on part de l'axiome. Comment on va y aller? Allez, on vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez compris le principe plus ou moins? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Vous l'avez compris encore plus que moi. Le quoi? Non, je disais, j'espère que vous avez compris encore en plus que en moi. Ah, exact. Alors, pas de réaction, c'est inquiétant. Alors, non. Alors, moi, je vais poser la question. Madame Chelmé a parlé de c'est déduit de la règle. Pour symbole de prévision, non, le symbole de prévision, il n'est pas déduit de la règle, il est déduit d'où? Ou d'où vient le symbole de prévision? Voilà, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme données? Il faut voir, pour l'analyseur syntaxique, qu'est-ce qu'on a comme données? Au début, on part d'où? Quelles sont les données de l'analyseur syntaxique? Les UL, très bien. Donc, l'UL qui est retourné par l'analyseur lexical, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? À part les UL, qu'est-ce qu'on a? L'axiome de la grammaire, très bien. Donc là, les mots-clés font partie de la grammaire. C'est ça, on a les règles de la grammaire. Les règles, voilà. Donc, on part de l'axiome. Notre objectif, c'est quoi? L'analyseur syntaxique, qu'est-ce qu'il fait? Il veut reconnaître une chaîne, donc un ensemble duel, donc une chaîne du langage. Donc, c'est pas de retrouver la chaîne. En fait, c'est de savoir oui, c'est retrouvé. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'on peut la dériver à partir de l'axiome? Très bien. Voilà. Voilà, donc ça commence à y voir clair. OK? Alors, notre objectif, c'est d'arriver donc à reconnaître la chaîne. Donc, Madame Chedmi a parlé de la table de transition, la table d'analyse. Alors, cette table d'analyse, qu'est-ce qu'elle a comme les lignes et les colonnes? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'est? Donc, c'est pour ça que je vous donne la parole, pour un petit peu dire ce que vous avez compris. Tout à fait. Oui, très bien. Mais on commence par l'axiome. Voilà, très bien. Donc, l'axiome est le premier UL. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la table d'analyse? La table d'analyse.
à l'intérieur de la table d'analyse, qu'est-ce qu'il y a au niveau des… Au niveau du croisement. Tout à fait. Très bien. Non, on Ben n'a voilà. pas la chaîne finale, on a les On n'a pas la dérivations. chaîne finale. Non, non. Dérivation, les la première productions. réponse. En Oui. fait, si on veut être puriste, on a les règles de production. Voilà, Ayoub, c'est ce qu'il a dit, les dérivations. Très C'est ça, bien. oui, ça revient, On ça a les revient. dérivations. Donc, en fait, c'est ça l'automatisation, en fait. C'est-à-dire pour chaque nom terminal et chaque QL qui est retourné par l'analyse lexicale, on veut savoir quelle est la dérivation à prendre. C'est-à-dire on n'a pas à choisir ça et ça et ça. Donc, on doit avoir la dérivation. C'est-à-dire c'est la table qui va nous donner, voilà la règle à utiliser. Ah, tu as des lilas, Oui, voilà. oui, c'est Une ça, matrice. je sais. Alors, en fait, voilà la tête que, voilà, alors, elle n'est pas complète, celle-là, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous ayez une idée. Voilà la tête que va avoir cette table d'analyse. En fait, si j'ai un E et que l'analyse lexicale m'envoie un num, ben, en fait, je vais dériver le E en TE'. Si j'ai un E et que l'analyseur lexical m'envoie un ID, je dérive en TE'. Mais si j'ai un E et que l'analyse lexicale m'envoie un plus, ben en fait, c'est pas la peine que je dérive en TE' parce que de toute façon, ça va être faux. Mais c'est effectivement une table qui est exactement la même que la table de transition. C'est une table qui va guider l'analyse syntaxique. Exactement comme la table de transition, la matrice de transition guide l'analyse lexicale, la table d'analyse, elle guide l'analyse syntaxique. Tout à fait. Ouais, C'est tout à exactement fait. la même chose. Très bien, Alors, Nour. ça remplace les noms terminaux prennent la place des états dans le cas de l'analyse lexicale et les unités lexicales prennent la place des caractères dans le cas de l'analyse lexicale. Tout à fait, c'est exactement ça. Après, évidemment, la question, on aura, oui, Comment le remplir? Voilà. tout à fait. Donc, vous voyez bien qu'il faut savoir représenter la matrice cross de manière efficace. Retrouver un état par une étiquette et comme retrouver un état de J'ai une dérivation en visant Oui, si tu l'expliques comme ça. Oui. Ouais. En tout cas, bon, c'est… le voir. Alors, Je crois comment que là, remplir, ça, c'est ce qu'on là, je verra crois la que semaine prochaine. le fait d'avoir visualisé la table la table d'analyse, C'est plus, je pense que voilà, plus, ça éclaircit ça éclaircit plus ou moins. Voilà, il faut toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, on va pas, on arrête là, mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour arriver, donc, vous avez bien compris le problème de l'analyse syntaxique. Donc, étant donné une grammaire et une chaîne, donc, qui est retournée avec des UL, la reconnaître et retrouver la dérivation, donc, grâce à cette table d'analyse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter pour souffler, comme tu as dit. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on va souffler. Vous allez faire le quiz et on se retrouve vers 4h05, 16h05 pour le Non, théorie. un peu plus parce que il se termine à 5, le quiz. Donc, on le laisse. Donc, on reprend à écart, le temps qu'il Voilà. souffle aussi 10 minutes. Voilà, OK. tout à fait. On reprend à écart, OK? Donc, à écart, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc je vais ouvrir le test, le quiz tout de suite. Tu as arrêté l'enregistrement? Tu as arrêté l'enregistrement? Non, encore.